300 millions des enfants âgés de 2 à 4 ans à travers le monde sont victimes d'agressions psychologiques et ou de punitions physiques ou au sein même de leur famille de la part des personnes qui s'occupent d'eux. Près de 6 enfants sur 10 âgés de 12 mois dans 30 pays disposant de données sur le sujet sont régulièrement victimes de disciplines violentes. Bonjour à tous et bienvenue dans ENU. Aujourd'hui, nous abordons la question des violences faites aux enfants ainsi qu'à ceux en mobilité avec autour de moi Vaïda Doche, chargée de programme à WAO Afrique. Vaïda, bonjour. Bonjour. Ghislaine Aledi, secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, est également dans ce studio. Bonjour Ghislaine. Edwige, bonjour. Je suis Edwige Apedo, bienvenue à tous. La maltraitance faite aux enfants qui demeure inacceptable et pourtant bien réelle dans les différents pays, au Togo également. On parle aujourd'hui des violences faites aux enfants et surtout ceux en mobilité. Tout d'abord, qu'appelle-t-on au juste violences faites aux enfants? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ghislaine. Ok, merci une fois encore Edwige pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des violences faites aux enfants. Les violences faites aux enfants, en termes terre à terre, c'est tout acte ou toute parole qui est dirigée contre un enfant et qui conduit sur cet enfant, qui entraîne à cet enfant soit des conséquences physiques ou bien même des conséquences psychologiques. Si je vais aller terre à terre, comme vous l'avez si bien dit, frapper un enfant, c'est une violence faite aux enfants. Quelle que soit la façon de frapper, c'est une violence faite aux enfants. Injurier un enfant, et ça, on peut avoir, si on frappe un enfant, on peut avoir des séquelles sur le corps, comme les plaies, comme les hématomes et tout ça là. Au-delà de ça, injurier un enfant, c'est aussi faire une violence sur cet enfant, parce que au-delà de quoi, cet enfant, à travers les injures, soit il les banalise, et à un moment donné, ça ne lui dit rien, il avance comme ça, ou au-delà de cela, il peut aussi les intérioriser, et juste l'enfant, toujours, après qu'il y a l'acte d'injure, il se met d'un côté en train de réfléchir, pourquoi c'est toujours moi et c'est pas les autres. Et au-delà de ça, on a aussi la plus grave des violences, qui sont les abus sexuels, et qui, je dis souvent, pour les abus sexuels, on retrouve toutes les conséquences là-dessus, étant donné que, par exemple, si on fait un abus sexuel sur une fille, et physiquement, il y a l'hymen qui se déchire, et au-delà de ça, on va voir des hématomes au niveau de son sexe. Peut-être l'acte a été fait d'une façon violente. Le fait de tenir ou bien de serrer ou bien de l'attacher, on a encore des hématomes sur l'enfant. Et l'acte là devient psychologiquement un traumatisme pour l'enfant. Et on voit des cas jusqu'à ce que cet enfant grandisse et qu'il soit marié. L'acte sexuel qui, à un moment donné, est considéré comme un devoir conjugal, chaque fois qu'avec son mari, elle veut avoir l'acte sexuel, elle se remémore de ce premier jour où on l'a forcé à faire, et psychologiquement, vous allez voir, ça entraîne même jusqu'à des conséquences sur l'accouchement et consorts. On parlera tout à l'heure des conséquences de ces violences sur la vie des enfants. Alors, parmi ces formes de violences énumérées par Ghislaine Aledi, lesquelles sont les plus fréquentes au Togo, Vaïda? Merci Edwige. Par rapport aux violences, on sait que c'est des choses qui se passent tous les jours. Ghislaine vient de le dire, dans les maisons, dans les écoles, dans les lieux d'apprentissage. Et c'est le lot quotidien des enfants, surtout, parce que c'est des êtres faibles, fragiles. Et des fois, on croit que c'est en faisant violence sur l'enfant que l'enfant peut capter ce qu'on veut de lui. Alors que ce n'est pas forcément ça. Donc, au Togo, si je peux dire que les violences qui sont les plus fréquentes, c'est les violences qui se passent à la maison. Domestiques? Les violences domestiques. Sur les enfants? Sur les enfants. En quel sens? Dans la mesure où nous passons plus de temps à la maison et c'est le lieu primordial de l'éducation. Et là, on utilise ces moyens-là pour dire qu'on est en train de faire
on a été d'éduquer l'enfant, oui, on a de lui donner les béabas de la vie. Donc, le milieu familial et le milieu, que ce soit sur l'enfant, que ce soit sur l'adulte, c'est le milieu où il y a plus de violence, que ce soit violence physique, violence sexuelle, violence émotionnelle, violence psychologique. Tout ça là, c'est plus dans les maisons. Mais la famille qui doit être un cadre protecteur pour l'enfant devient, s'ouvre plutôt à ces actes-là. Comment on peut comprendre ça? Peut-être je vais un peu aborder. En fait, ce que vous avez dit est très très fondé. Le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'enfant de Genève, s'étant inquiété de cette question de violence faite aux enfants, a demandé à l'époque au secrétaire général Kofi Annan de mener une étude mondiale sur les violences faites aux enfants. Et l'étude a été menée et les résultats sont tombés en 2006. Mais effectivement, ce que Vaïda est en train de dire, c'est ce que l'étude a révélé. L'étude a révélé qu'effectivement, que les lieux où il y a les violences, il y a la famille, il y a l'école, il y a les postes de police et de gendarmerie, il y a la prison, il y a les ONG et associations qui s'occupent de l'enfant. Et c'est là que je viens enfoncer le clou par rapport à votre inquiétude. La famille étant une cellule où l'enfant doit grandir, protectrice, on voit que effectivement, et mieux, lorsque l'enfant là a des problèmes, on dit que les ONG les récupèrent. On dit là même, il y a pire qu'en famille. Donc, toutes ces sphères ont été identifiées comme des sphères dans lesquelles il y a des violences faites aux enfants. C'est ce dont pourquoi il y a des recommandations, un certain nombre de recommandations et des campagnes que les ONG mènent pour quand même attirer l'attention des uns et des autres. Ce que Vaïda a dit par rapport à la famille, sous un autre angle, ce n'est pas méchant. En fait, vous savez, nous avons tous été éduqués en famille et dans nos familles, il y a un peu l'impact négatif du côlon, ce que nos parents ont eu au niveau du côlon. Parce que nous avons eu à dire qu'en réalité, par le passé, les enfants qui sont aimés ne sont pas les enfants qu'on envoie à l'école. Pour faire le lien entre les violences en famille et... C'est-à-dire que les parents, par le passé, la mode de sanction des enfants, c'est la privation de quelque chose. On te prive de quelque chose que tu aimes. Mais c'est avec le côlon qu'effectivement, la question du châtiment, la question d'insultes, d'injures sont arrivées. Et maintenant, moi, je connais une ethnie au Togo, que je ne veux pas donner ici, qui, on ne peut pas appeler un enfant, lui demander un service sans l'insulter. Imbécile, va me donner de l'eau. Ah bon? Oui. Les insultes sont devenues... Ça dit que c'est rentré, et ce n'est pas méchant. Voilà. Salaud, pourquoi tu ne t'es pas encore douché? Ça dit que c'est des trucs comme ça, on ne fait que injurier. Et l'enfant qui grandit, qui est appelé à être un adulte, quand il grandit, il prospère ses injures, il épouse une femme, même cette femme aussi, il injurie comme ça en lui demandant des services. Ces enfants qu'il va mettre au monde, ils continuent. Et donc, vous voyez que le cycle continue. Et donc, mais je dis, quelque part, ce n'est pas méchant, surtout par rapport aux injures. Maintenant, au-delà des injures, lorsque c'est négatif et que l'enfant n'arrive pas à respecter, c'est vrai que les bastonnades arrivent, les gifles, des coups sur la tête, ainsi de suite. Même au-delà de ça, mettre la main dans le feu, ainsi de suite. Il y a pire que tout ce qu'on est en train de dire. Donc, effectivement, en famille, il y a... Mais je voudrais ajouter à ce que Vaïda a dit, qu'actuellement, pour ces périodes encore de la pandémie à la Covid, ça c'est encore... C'est en puissance, les violences en famille ont monté à une puissance exponentielle. Tout simplement parce qu'elle a si bien dit, en fait, c'est notre présence à la maison et plus en contact avec nos enfants. Et avec une analyse de la paupérisation où toutes les affaires ne marchent plus, on a fermé les choses, les parents sont à la maison, comment je vais faire pour nourrir mon enfant et tout ça là. Pour un oui et pour un non, il y a violence, soit c'est des injures, soit c'est
des bastonnades sur les enfants. Et à l'époque, on disait, si les enfants sont à l'école, effectivement, ça dit qu'il y a transportation des violences de la maison vers l'école, étant donné que l'enfant fait plus de temps à l'école et les parents aussi sont au service. Et maintenant que les enfants sont à la maison, les parents aussi, tous ceux qui se débrouillaient dans les coins, le travail ne marche plus, tout le monde est à la maison. Vous voyez que l'état psychologique des parents font que pour un oui ou pour un non, les enfants sont violentés. Puisque vous avez dit, dans les familles, dans les ONG ou bien les centres d'accueil des enfants, à l'école, mais avec tout ça, qui va donc protéger les enfants? Vaïda. Effectivement, la protection des enfants, c'est l'apanage de tout le monde. En principe, ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est seulement une catégorie qui doit protéger les enfants. Parce que tous, on était enfants, tous on a grandi. Et s'il y a des choses qu'on continue pas à perpétuer, c'est parce qu'on ne maîtrise pas vraiment les effets des choses qu'on ne doit pas faire sur les enfants. C'est pour cela qu'on ne continue pas à les faire. Donc la protection, ce n'est pas seulement pour les ONG, c'est tout individu qui a à charge un enfant. Même si on n'est pas en charge d'un enfant, on protège. Avant, la communauté est là pour éduquer. Mais la communauté est là pour protéger tout le monde. C'est le bâton qui corrige plus. Hein? Justement, c'est des choses comme ça que nous sommes en train d'éviter, que ce n'est pas seulement avec le bâton qu'on peut corriger. Il a dit tout à l'heure, il y a des alternatives. On punissait à travers d'autres effets, à travers on punissait à travers d'autres stratégies. Peut-être qu'on va retarder ton manger, on va diminuer un peu ton cadeau, des choses comme ça, mais pas forcément faire une violence physique ou bien violence morale sur l'enfant. Donc tout ça là, on ne maîtrise pas. On ne sait pas que ce qu'on est en train de faire, c'est grave sur l'enfant, même si c'est des insultes. Comment changer donc la mentalité de ceux qui violentent les enfants? Ghislain l'a dit. Oui, on peut quand même arriver à changer la mentalité de tous ceux qui violentent les enfants. Moi, j'ai toujours dit que nous pouvons essayer de faire avancer nos populations, c'est la mentalité des populations, à travers des comparaisons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis. Et mieux, nous-mêmes qui sommes ici, dans ce studio, si on donne l'opportunité entre un pays africain qui a une mission ou bien on nous dit, bon, voilà, on veut vous donner, vu la situation, il faudrait qu'on te donne une résidence, tu vas aller avoir dorénavant une nouvelle résidence. Si on te donne l'Afrique et l'Europe, ou l'Afrique ou les États-Unis, le choix est clair. On ne va même pas te demander où est-ce que tu vas aller. Vous voyez? Mais ces gens, les États-Unis, l'Europe, il y a 200 ans, ont traversé les étapes que nous sommes en train de traverser. Mais ça continue toujours, les violences. Oui, mais ce n'est pas aussi, justement, je suis d'accord. En Occident, hein. Je suis d'accord parce que violence zéro, ça n'existe pas. Mais dans tous les cas, pour construire un État, d'abord, il faut investir dans l'enfant. Et investir dans l'enfance, c'est investir la non-violence dans l'enfant. Je m'explique. C'est parce que, effectivement, même je prends le cas de notre Togo, notre pays, le Togo. Quand vous voyez parfois les violences que les jeunes font, c'est tout ce que j'ai décrit. Quand à la maison, pour un oui, pour un non, le papa ne fait que, ou la maman ne fait que battre. Ce qu'il trouve sous la main, il bat. Si tout à l'heure on dit que oui, il y a un petit mouvement de revendication des droits, tout ce que les gens trouvent dans leurs mains, ils vont essayer de jeter et ça va faire la violence. Mais au même moment, quand je dis qu'en Europe ou aux États-Unis, les choses ont avancé, c'est parce que les gens ont compris que la violence n'a jamais résolu un problème. Et moi, je dis, excusez-moi de mes propos, c'est être ignorant de penser que et c'est à travers la violence qu'on peut éduquer un enfant. Je suis désolé. Les enfants ne sont pas des animaux. Même les animaux, aujourd'hui, il y a des défenseurs des animaux qui disent qu'il ne faut pas faire la violence sur les animaux. Et donc, je ne sais pas, un être humain qui est réfléchi, qu'on peut dire, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Au lieu de passer par là, on dit qu'il faut... Et dites-nous, depuis que nous avons commencé les violences sur nos enfants, quel changement nous avons eu? Nous sommes en train plutôt de nous rétrograder. On est en train vraiment de... Et aujourd'hui, le peu qu'on a,
du fait qu'on a transmis la violence à nos enfants qui sont devenus jeunes, lorsqu'il y a petites choses, ils cassent. Or, on n'a pas les moyens pour investir le peu. Regardez, et le gouvernement, le chef de l'État, on fait tout pour mettre les routes. Mais maintenant, quand il y a petits trucs, on brûle les pneus sur les routes. Et les feux tricolores, on les casse. Et la route, là où on a brûlé, la texture de la route là n'est plus. Pour peu que 2 ou 3 titans passent, ça fait des trous. Et on va commencer encore par crier, il faut remblayer. Mais non, arrêtons tout ça là. C'est parce que nous nous disons toujours qu'il faut aller dans la violence, il faut éduquer. Mettons 2 familles côte à côte. On éduque une famille avec des enfants, sans violence, dans la parole, dans les gestes, dans d'autres stratégies où non, et ça on va diminuer, ça on va pas te faire cadeau. Et les autres là, transformons-les en des animaux, chaque temps on va battre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on aura? Parce que les autres là, peut-être ils n'auront plus même cette chance de vivre même et dans les cités. Il faut les envoyer dans les arbres quelque part pour y vivre parce qu'ils vont se comporter comme des animaux. Mais par contre, les autres qui sont éduqués dans la chaleur humaine, dans les conseils, je crois qu'eux, ils vont quand même évoluer. Et ils seront même réfléchis. Aujourd'hui, quand vous regardez parfois dans certaines nos jeunesses, quand on dit oui, les jeunes ne font rien, ils n'ont pas esprit d'initiative. Comment quelqu'un peut avoir un esprit d'initiative lorsqu'il est éduqué dans la violence? Ou même le fait de voir un aîné, un dévancier, il a peur parce qu'il croit que je ne sais même pas quel mot je vais placer pour qu'on me frappe. C'est-à-dire, je connais, j'ai peur de dire. Je ne connais pas, j'ai peur de dire. Mais lorsque nous éduquons nos enfants dans l'amour, je crois que dans le dialogue, tu dis à ton enfant que non, il n'y a pas de mots bêtes. Tout ce que tu penses, il faut le dire. Tu apprends à ton enfant à réfléchir. Il dira les choses. Ce qui n'est pas bien, tu profites pour corriger. Ce qui est bien, tu l'encourages à poursuivre. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Au lieu de battre toujours, tu ne demandes même pas. Vous savez, le drame dans les histoires de violence, moi j'ai été toujours ahuri de constater que notre enfance, qu'est-ce qu'on fait? Ton père t'appelle, il commence par te frapper. Il ne te dit même pas ce que tu as fait. Mais on te dit que tu es un enfant. Pourquoi on va t'expliquer? Bon, maintenant, comment tu peux corriger? Ça fait je vais t'expliquer. Je suis d'accord que tu m'expliques. Je suis un enfant, mais je suis un humain. Il faut que tu m'expliques. Pour que demain, je ne répète pas la même chose. Malheureusement, on te tape. Demain, tu refais la même chose. On te tape, on dit que tu es un enfant récalcitrant. Oh, c'est parce qu'on t'a expliqué pourquoi on t'a tapé. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui, par exemple, Vaïda, qu'est-ce qui peut pousser une personne ou bien un éducateur, un parent, à appliquer la violence dans l'éducation d'un enfant? Gisela, là, elle a débattu. C'est dans la mesure, c'est parce que nous avons été éduqués ainsi. C'est pourquoi on applique également. C'est tout. Juste parce que ce qu'on nous a appris, si je violente les enfants. C'est ça. Parce qu'on ne nous a pas enseigné autre moyen de faire l'éducation, bien d'éduquer son enfant, que ce que je connais, c'est ce que je dois faire. Parce qu'un enfant qui voit faire, c'est ce que l'enfant fera. L'enfant ne fera pas autre chose. Donc c'est ce que nous devons commencer par apprendre, à savoir que ce que l'enfant t'a vu faire, c'est la même chose, même pire, puisque ce que tu as fait. Donc, nous avons intérêt à revoir notre manière d'éduquer pour que demain, on ne continue plus pas à avoir des gens violents. Parce que ça, c'est rentré en nous et on va l'appliquer. Ça, c'est automatique. Oui, je voulais rebondir un peu sur la question pour dire que vous avez dit qu'est-ce qui explique le fait qu'est-ce qui peut pousser un éducateur, un parent? Quand je parle d'éducateur, il y a ceux des associations. C'est ça, je voulais dire. En fait, c'est l'incompétence. L'incompétence, parce que ne porte pas le mot éducateur qui veut. Parce qu'on dit éducateur, c'est parce que vous avez eu une formation soit académique ou soit une formation sur l'État dans laquelle on vous a précisé les b.a.-ba pour accompagner les enfants. Mais c'est parce que les gens manquent de ces stratégies, de ces techniques, que pour un oui ou pour un non, comme Vaïda l'a dit, ils se trouvent comme si je suis avec mon enfant à la maison. Et ils font la violence. La seconde chose, c'est que
parmi les éducateurs, il y a les professionnels et il y a les gagne-pains. Il y a certains ils vont là parce que je n'ai pas de salaire à la fin du mois. Je travaille avec les ONG juste parce que j'ai Oui, besoin d'argent. oui, j'ai besoin de l'argent. Et donc, ils ne s'y mettent pas. Parce que, regardez, vous pouvez travailler avec une ONG dans un centre d'accueil. Vous pouvez gagner 1 million de francs. Mais il faut un sacerdoce par rapport au comportement des enfants pour pouvoir les accompagner. Donc, c'est ça. Mais certains veulent l'argent. L'essentiel, qu'à la fin du mois, il est là, ils prennent leur argent. Le reste, les techniques, les comportements, les aptitudes pour pouvoir accompagner à bien l'enfant, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est comme on a signé un contrat, on dit que je suis éducateur. Nous travaillons avec les centres d'accueil. Éducateur, on dit éducateur en français, cela veut dire que c'est quelqu'un d'abord dans ses manières de faire, il est un exemple. Et les enfants doivent le copier. Mais il y a des éducateurs. Un éducateur qui vient d'abord. Un éducateur. Tous. Il vient chez l'enfant même, lui-même là. Il est plus saoul qu'une abeille. Quel message il envoie à l'enfant? Un enseignant qui vient à l'école, il pue l'alcool. Déjà à 6 heures. Un éducateur de l'action sociale, par exemple. Un éducateur de l'action sociale, oui. On en a, il y a des brebis galeuses. Que tu vois, parce qu'il est désœuvré, tu fais une visite surprise, à 6 heures, il est déjà saoul. Maintenant, celui-là, quand on vient lui dire qu'il y a une violence dans une famille, comment il va traiter cette femme? C'est-à-dire que cette affaire. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il dit que, premièrement, c'est l'ignorance. L'incompétence. Et Désio, c'est le fait de se positionner en tant qu'un éducateur gagne-pain au lieu d'être un professionnel pour mieux accompagner. Et par rapport aux parents, c'est la pauvreté qui pousse certains parents à le faire? Non, je ne suis pas souvent d'accord avec la pauvreté parce qu'en réalité, les parents aussi, j'ai dit ça dans ce studio, c'est aussi l'ignorance. Et ça, je l'avoue, on est en train de réfléchir, il faut l'école des parents. Parce que vous voyez, quand vous prenez les couples monoparentaux, d'abord on prend les couples. Je suis là avec mon éducation, dans un village, dans une montagne de ce pays. Je viens à Lomé, je trouve une fille qui est dans une zone de fraîcheur. On se met avec une éducation différente aussi. On se met ensemble. Est-ce que, Edwige, on arrive à avoir un temps pour conjuguer, pour essayer de mettre ensemble d'abord nos éducations? On a reçu des éducations différentes. Et ça, l'enfant est obligé de subir 2 éducations. C'est-à-dire que quand le père est là, lui dit que je suis le maître de la famille, fais ça, fais ça, fais ça. Et maintenant, quand le papa n'est pas là, la maman aussi vient et dit, et parfois, les orientations qu'on donne sont en porte-à-faux. C'est-à-dire que papa dit de faire ça. L'enfant est perdu. Or, l'ambiance qui est à la maison ne permet pas à l'enfant de poser la question. Maman, papa a dit de faire ça, mais toi tu dis de faire ça. Non, parce que ça, il ose ouvrir la bouche. Les enfants ne parlent pas quand on leur parle, il faut le frapper. Et donc, cet enfant, dites-moi, quelle éducation vous voulez qu'il reçoive? Lorsque papa dit autre chose, maman dit autre chose, et les 2 choses ne concordent pas ensemble, c'est en porte-à-faux. Vous voyez? Donc, il y a ça. Mieux, une fille qui a été enceinte, qui a été abandonnée par l'homme. Elle est en train de vouloir s'occuper de l'enfant. Elle-même là, si vraiment, disons-nous excusez-moi de ce que je dis, si elle-même elle a été bien éduquée, bien accompagnée, je suis sûr qu'elle ne va pas avoir une grossesse indésirée. Et maintenant, elle a cette grossesse indésirée, elle a l'enfant qu'elle s'en occupe, et elle doit occuper, et ça dit que éduquer aussi cet enfant. Quelle éducation elle a? Aujourd'hui, quand on dit parfois que dans les familles pauvres, on retrouve encore les pauvres, c'est ça. Cette fille qui, peut-être à 16 ans, a été enceinte, elle a son enfant, l'homme l'a abandonné. Vous pensez que cet enfant peut aller à l'école jusqu'à quel âge pour être, si c'est une fille, pour être encore enceinte? Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent expliquer le pourquoi, vraiment, il faut nous dire que les violences ne sont pas bonnes, tant au niveau de l'éducation des enfants à la famille et au niveau de l'éducation à l'école. Étant donné que je dis et je répète, la personne aujourd'hui, Edwige Apedo, directrice de Djena, quand elle arrive à la maison, elle est Madame X. C'est de la même personne qu'on dit. Mais quand elle est à Djena, c'est elle la directrice. Mais je ne suis pas sûr que
à la maison, votre mari vous appelle directrice. Donc, vous voyez, mais c'est de même individu qu'on est en train de parler. De la même personne. De la même personne, c'est la même chose. Ce monsieur qui te dit enseignant, sa femme et ses enfants ne l'appellent pas enseignant à la maison. On l'appelle papa. Mais quand il prend sa chemise, il prend son sac, arrive à l'école, mais c'est de la même personne qu'on parle. Il faudrait qu'on retrouve une même personne partout. Justement. Et malheureusement, ce qui se passe, il y a certains, par exemple, à l'éducation, au niveau de l'éducation, ils font semblant. Ah, on a dit de ne pas battre. Mais à peine, ou bien, il fait des émissions comme ça. À peine il arrive à la maison, les cris commencent. C'est papa. Alors, comme ça, même la population les regarde. Vous sensibilisez. Mais vous faites autre chose. Vous faites autre chose. Et ce changement, comme tu dis, ça ne peut jamais arriver. Étant donné que ceux qui sont les leaders, les modèles que la société regarde pour pouvoir les copier, font le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes sur Web Radio Dina dans votre émission et nous aujourd'hui nous parlons des violences faites aux enfants issus en mobilité avec Vaïda Doche, chargée de programme à Wawo Afrique, et Ghislain Aledi, secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo. Parlons maintenant des enfants en mobilité. Comment subissent-ils ces violences? Ok, merci Edwige. Pour les enfants en mobilité sont qui sont C'est les enfants qui se sont déplacés de leur milieu pour aller à un autre milieu, cherchant quoi? Cherchant un mieux-être. Tout simplement cherchant ce qui ne leur a pas été donné par ceux qui devraient leur donner cela. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on n'est pas appelé à se chercher soi-même avant de survivre, non. C'est les parents qui doivent. Mais quand les parents ne le font pas, peut-être pas négligence, peut-être c'est pas refus, et que l'enfant même se dit, moi-même, je vais chercher, je vais me lever pour chercher ce que je dois pour ma survie. C'est en ce moment-là que ces enfants-là sont en mobilité, parce qu'ils ne sont plus dans leur lieu, le lieu qui leur a vu naître, peut-être le lieu qui peut les protéger, mieux les protéger, non. Ça veut dire qu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont à la merci de tout le monde. Et c'est en ce moment-là que ces enfants-là subissent des violences, que ce soit dans leur déplacement, que ce soit quand ils viennent, ils arrivent à un endroit disant que je vais travailler, un milieu ou bien dans une maison, je vais travailler, et là, comme on sait qu'il n'y a personne, l'enfant est à la merci de la personne qui est en train de l'employer, parce que l'enfant veut survivre avec le peu de moyens que l'enfant que lui requiert le travail qu'il est en train de faire. Donc c'est à ce moment-là que l'enfant est sujet à toutes sortes de violences. Alors, Ghislain Aledi, réaction? Oui. Bon, par rapport d'abord aux enfants en mobilité, comme elle l'a dit, c'est tous ces enfants qui sont en mouvement dans la recherche du mieux-être et derrière qui il n'y a pas un trafiquant. Mais je précise, il y a quand même la forme criminelle de la mobilité où c'est des trafiquants qui sont derrière. Mais reconnaissons que tous les enfants qui se déplacent, c'est parce que le milieu dans lequel ils vivent est défavorable. C'est ce que Vaïda dit, on leur a pas donné. Donc le milieu est défavorable, donc ils se disent que non, il y a un Eldorado ailleurs, nous allons aller à la recherche. Mais seulement c'est que ces enfants, du lieu de départ jusqu'à leur lieu d'accueil, ils sont exposés à beaucoup de risques. Et c'est ce que Vaïda est en train de dire. L'enfant peut se mobiliser, il prend les moyens, il se dit que je quitte Bafilo pour Lomé, mais il a fait par exemple un mauvais calcul. Ou au départ, il n'a pas fait un mauvais calcul, mais dans la voiture, on l'a subtilisé son porte-monnaie. Il se retrouve avec 0 francs. 0 francs. À un moment donné, il est obligé de descendre là où... Et il fait quoi? Il va travailler pour pouvoir avoir l'argent pour continuer. Parce que si sa destination, c'est Lomé ou bien Cotonou. Vous voyez, donc il y a beaucoup de risques. Et donc, c'est de ces enfants qu'on dit, on est en train de parler. Et maintenant, comment la manifestation se fait? C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, un enfant, d'abord, le fait qu'on a vu sa vulnérabilité, que celui-là, il ne maîtrise rien. Parfois, c'est le fait de questionner les gens. C'est où? Est-ce qu'on dit Bafilo, on quitte déjà, on arrive à Sokoré, dit est-ce qu'on est déjà à Lomé?
Si les mauvaises... Ceux qui sont dans la voiture, ils savent que, celui-là, on peut le subtiliser ou bien... Ah non, attention, fais attention, ton argent là, on te volé. Donne-moi ça, je vais te tenir. Moi, je vais à Lomé. Il arrive à Sotou-Bois. Je vais boire le thé, j'arrive. Et il disparaît avec l'argent de l'enfant. Or, on n'est pas à Lomé. Donc, il y a toutes ces choses qui peuvent arriver à ces enfants. Et donc, la violence, oui. Quand il tombe dans la main des exploitants, tout ce que Vaïda dit vaut, soit où il a perdu son argent, il faut travailler peut-être. Si c'est une fille, elle va dire qu'elle va travailler dans un bar. Dans ce bar, elle n'a nulle part à aller. Si dans le bar, il n'y a pas là où se coucher, peut-être elle va dire que je ne connais personne, je vais tout faire pour dormir dans ce bar. Le lendemain, je travaille. Mais si un homme constate que c'est comme ça, c'est les abus. Au lieu de dormir ici, ou soit elle est là, les gens viendront la nuit la violer. Ou quelqu'un dit non, tu sais, ce n'est pas bien de dormir ici. Toi, une femme, viens chez moi. Il va en faire une femme, peut-être même il est enceinte et il voit qu'elle est... Et je ne te veux pas de moi. Moi, je t'ai donné seulement la chambre pour te protéger. Elle est victime en ce moment de maltraitance également. Oui. Vous voyez, et même là où elle est en train de travailler, celles qui les exploitent demandent, tu viens d'où, ainsi de suite. Si elle raconte sa vie, parfois même, elle va travailler là-bas 2 ans, 3 ans, on ne lui donne rien. Elle va aller se plaindre chez qui? Je t'ai vu seul. Tu n'avais pas un parent qui t'accompagne. Ça dit qu'on les exploite, on leur donne. Ou à un moment donné, quand l'enfant devient très... ça dit que insiste à avoir son argent pour continuer, on la chasse. Ou on monte des jeunes pour la violer, pour la frapper, Et donc, c'est tout de ces enfants-là qu'on est en train de dire. Mieux quand ils arrivent par exemple, à Lomé, si c'est leur destination finale, bon, si ils n'ont pas un réseau de protection, ils ne s'adonnent pas à une organisation qui s'y connaît, ils tombent où? À la gare routière. Mais la gare routière, c'est là aussi que les gens sont aux aguets, ils cherchent de ces opportunités, de ces enfants. Quand ils voient que c'est comme ça, des proies, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, bon, les gens ont leur façon de les exploiter, on les prend, on les amène, ils travaillent et c'est quelqu'un qui est là, qui prend l'argent. Et les enfants là, le mieux-être là qu'ils cherchent là, ils deviennent encore plus pauvres. Ils n'ont pas leurs parents. Ils deviennent victimes de leurs décisions. Tout ça, ils n'ont pas leurs frères, ils n'ont pas leurs parents, ils n'ont rien. L'argent même qu'ils sont venus chercher, ils n'en ont même pas. Et finalement, si par malheur, ils ne font pas et ils n'ont pas de la chance, c'est la maladie qui les ramène à la maison. Je voulais attirer l'attention encore de nos auditeurs qu'il y a un autre phénomène qui est en train de se développer. Jadis, on dit quand une fille est là, elle peut être exploitée par les hommes. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui existe et que c'est les jeunes garçons, 15 ans, 14 ans, qui sont exploités par les grandes dames. Tu vas voir une grosse voiture, il va venir prendre cet enfant-là, il le met chez lui et puis on lui donne des fortifiants et tout, mais son travail chaque temps, c'est de coucher avec la dame. Alors que c'est un mineur. Un mineur. C'est de coucher avec la dame. Les garçons aussi aujourd'hui sont beaucoup plus victimes. Oui, justement, c'est pour dire que ce n'est pas seulement les femmes, les garçons aussi. Parce que en réalité, Edwige, quand tout à l'heure on vous dit viol d'enfant, votre entendement c'est quoi? C'est que c'est un homme. La majorité de la population pense plutôt à une fille qui a été violée. Justement, c'est ça. Or, c'est pourquoi j'attire l'attention pour dire que il y a les garçons, les jeunes garçons. Il y a aussi également. les jeunes garçons qui sont victimes de viols, qu'il y a des grandes dames qui les utilisent. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes sont friands de la technologie. Oui, elle est là, elle rôde dans la zone, elle voit que tu es là, là avec ta corpulence et tout ça, là, tu peux faire les affaires. Alors que tu as 14 ans ou 13 ans. 14 ans, est-ce que je suis en train d'aller à Djena, c'est où? Est-ce que tu peux m'amener? Mais tu habites où? Mais comment tu es? Mais est-ce que tu peux connaître chez moi? Prends mon numéro, appelle-moi. Mais ton portable est déjà cassé. Est-ce qu'on peut... Déjà avec ça, ça dit que c'est un appât. L'enfant tombe dedans et maintenant, c'est qu'on lui donne tout. Ça dit que on l'empoisonne, si je peux m'exprimer ici. Juste l'essentiel, c'est qu'elle puisse avoir la force pour faire l'amour à cette dame. Et in fine, après tout, quand on voit que vraiment on a tout, il ne sert plus à rien, on le jette encore dans la nature et tout ça. Donc, il faut faire attention aussi par rapport à ce phénomène. Alors, quelles sont donc les conséquences de ces violences sur la vie des enfants victimes? Vaïda. Les enfants victimes de violences, des fois, c'est des enfants qui perdent leur dignité.
et n'ont plus confiance en eux-mêmes parce que ils font face à des choses qu'ils ne comprennent pas. Et des fois, c'est des enfants qui ont peur de l'autre, que ce soit un homme ou bien une femme, parce que ça dépend de la personne qui a subi une violence, la peur de l'autre. Des fois, c'est des enfants qui se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils n'ont plus confiance en personne, ils ne parlent plus, ils sont toujours à l'écart. Et c'est difficile. Quand tu les approches, tu sais qu'ils n'ont plus vraiment envie de... la vie, ils n'ont plus envie de vivre, c'est des choses comme ça. Des fois, c'est des blessures. On peut avoir des blessures. Les victimes de violence, on peut avoir des blessures, que ce soit physiques ou psychologiques. Et des blessures psychologiques, c'est des choses qui font plus mal que nous, on n'arrive pas à cerner parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'être humain pour réellement savoir ce que la personne subit de façon interne. Et ça aussi, c'est des choses qu'on ignore. Les blessures psychologiques, ça tue plus, mais c'est des choses qu'on n'a vraiment pas souvent connaissance de ça, parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. La fille, une personne victime, ça peut être victime de violence, peut attraper le sida. Violence sexuelle. Violence sexuelle, oui. Puis, ça peut arriver que la personne ait le sida. Le coronavirus. Toutes sortes de maladies, je vais dire, toutes sortes de maladies, la personne peut subir ça. Ça peut arriver que la personne meure aussi. Il y a la mort. C'est l'extrême, le cas extrême. Le cas extrême qui guette les personnes victimes de violences. Donc, il y a tellement de conséquences sur la vie d'un enfant qui a subi des violences. Ça dépend du degré de violence que la personne a subi. Alors, dans cette optique-là, par rapport à l'exploitation, l'abus, les violences faites aux enfants, même ceux en mobilité, quels sont les différents mécanismes de dénonciation dont dispose aujourd'hui le Togo, ou bien ces enfants pour pouvoir, ou bien les populations Ok, merci beaucoup. Bon, avant peut-être de pouvoir parler des mécanismes de dénonciation. Je crois qu'au Togo, par rapport à la question des enfants en mobilité, en 2009, il y a eu des études qui ont été menées sur la question de la mobilité pour quand même comprendre le concept. C'est ces études qui ont permis de dire que tous les enfants en déplacement ne sont pas des enfants victimes de traite. Il y a certains qui partent d'eux-mêmes à la recherche du mieux-être. Mais pourtant, la forme criminelle, c'est ça qu'on appelle la traite, parce qu'il y a un trafiquant derrière qui exploite l'enfant. Maintenant, au-delà de ça, ces études aussi ont permis d'avoir une approche qu'on appelle accompagnement protecteur des enfants en mobilité, qui, dans cette approche, demande à ce que déjà tous les enfants qui souhaitent partir, si je peux mettre en guillemets, en aventure, qu'on leur expose tous les risques auxquels ils encourent. Parce que souvent, ils ne savent pas, ils se jettent comme ça. Donc, on leur expose tous les risques en cours avant qu'ils ne partent. C'est-à-dire qu'avec l'exposition de tous les risques, il va prendre sa décision. Maintenant, malgré ça, il y a certains qui désistent, d'autres qui décident de partir. Maintenant, quand il décide de partir, il faut l'accompagner. Et l'accompagnement se fait comment? C'est de trouver, par exemple, des relais. S'il quitte Kara, c'est de voir, est-ce que, par exemple, au niveau de Sokodé, on ne peut pas avoir un relais à qui on dit, l'enfant est dans ce véhicule, numéro tel, ainsi de suite, ainsi de suite. En passant à Sokodé, qu'au moins on voit s'il est toujours là. Arrivé à Sotou, voir quelqu'un est là, il le voit. Jusqu'à destination. Et destination, au moins, il y a quelqu'un qui va venir le récupérer pour qu'il ne tombe pas dans la main des trafiquants et tout ça là. Et maintenant, on va l'accompagner aussi pour lui donner les opportunités, ce qu'il veut faire, ainsi de suite. Et ça existe. Et c'est ça avec Terre des Hommes et puis tous les acteurs. On a développé WAO et tout ça. On a développé, et Save aussi est rentré dedans, développer cette approche qui a quand même accompagné un certain nombre d'enfants. Et toujours dans cette approche, il y a des enfants qui, malgré ça, ils arrivent, mais pour un mois, pour 2 mois, ils trouvent que non, je me suis trompé en venant.
Et cette approche permet aussi d'accompagner l'enfant au retour. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, mais vous devez chercher les moyens. Et ça, c'est avec ce que l'autre fait, RAO fait, le réseau Afrique de La l'Ouest. prise en charge des enfants pour leur retour. Ou bien s'il veut un projet de vie ici, on l'accompagne aussi à réaliser son projet de vie. Parfois, il retourne aussi au village. Et comme Vaïda l'a si bien dit, c'est le village l'environnement du village qui est défavorable. On peut lui faire aussi un projet de vie au village qui puisse lui permettre de le maintenir. Et maintenant aussi attirer les autres qui sont des potentiels candidats au départ. Et maintenant, pour les mécanismes de signalement, aujourd'hui, nous avons le 10-11 qui est intégré à Cropesdi, où effectivement on peut appeler le 10-11 et il y a quand même des conseillers qui vont. Mais seulement le hic par rapport au 10-11, que le 10-11 est opérationnel seulement que je peux dire dans le Grand Lomé. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous appelez de 5AC, effectivement, on va vous répondre. Mais pour la réponse, c'est-à-dire que l'accompagnement par rapport à l'enfant en situation, des acteurs sociaux, on va vous dire qu'il faut aller, l'affaire sociale va aller pour régler le problème. Malheureusement, si on contacte l'agent de l'action sociale, il va dire soit il n'a pas de moto, soit il n'a pas de carburant. Donc il y a problème une défaillance à ce niveau. Ouais. Mais maintenant, si c'est à Lomé, il y a une équipe mobile qui se déplace pour aller. Et au-delà de ça, il y a des organisations qui ont été identifiées, comme BNCE, WAO, Espace Fraternité, qui, lorsque c'est comme ça, on leur dit, ils sont dans leur zone, ils vont aller, les éducateurs vont aller s'occuper du cas. Mais ce qu'on fait, c'est que même après avoir occupé du cas, on va centraliser les informations au niveau de Cropesdi. Ça permet par trimestre de faire les statistiques de tous ces enfants. Alors. Donc, il y a ça. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle aussi Ushaidi, qui est un mécanisme par SMS, qu'on envoie les informations par SMS. Et là, c'est effectivement des informations qu'on envoie à un numéro, je crois que c'est au 10-11, mais il y a certains mots. C'est-à-dire on ne peut pas, pas dans violence sexuelle, maltraitance. Viol. Il faut dans vos écrits, vous mettez ça. Il faut mettre et quand vous mettez ça, on peut traiter, on peut vous prendre la tâche avec vous pour comprendre davantage. Et pour ce que vous voulez. On rappelle que le dispositif Allo 10-11 est gratuit. Et donc, alors, Vaïda Dotier, au niveau de WAO Afrique, vous entamez une campagne digitale contre les violences faites aux enfants et surtout ceux à mobilité. Qu'est-ce qui se fera justement au niveau de cette campagne-là? Ok, merci Edwige. Cette campagne que nous entamons, c'est une campagne qui va être faite avec Radio Djeno. Et ça va consister à faire des émissions sur plusieurs radios. Les radios à Lomé, radios dans la V, les radios dans la Kébou et dans le Wawa. Et avec des émissions, des messages qui vont être postés sur les réseaux sociaux au niveau de Djena et au niveau de Global Actu, et des clips que feront les enfants et des adultes qui vont être aussi postés au niveau de ces réseaux sociaux. Et aussi des messages qui vont être ventilés à travers les réseaux sociaux toujours. Et dans la mesure où actuellement, c'était une activité, cette activité devrait être faite dans les zones, mais par rapport à la situation de Covid et avec la limitation des déplacements sur le terrain, avec la limitation du nombre de personnes qui devaient être regroupées, on a pensé que cette campagne peut se faire à travers les réseaux sociaux, et nous espérons que ça va être vraiment un grand boom par rapport à ça. Alors, pourquoi avoir choisi le numérique? Le numérique est l'âge. Et l'âge, ça atteint même plus que ce qu'on voulait faire dans nos zones. Donc, ça veut dire que c'est ce qui va profiter à beaucoup de personnes, que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur, partout dans le monde. Les gens auront accès à ça. Et quels seront donc les messages majeurs que vous aurez à véhiculer au cours de cette campagne?
Bon, les messages vont être des messages de sensibilisation sur l'éducation, des messages ça veut dire sur les méfaits de la violence contre les enfants, les méfaits de la maltraitance sur les enfants, la protection des enfants en mobilité. Donc, c'est ces messages-là que nous aurons à ventiler dans ces séquences de sensibilisation. Alors, Ghislaine Aledi, Wawo Afrique qui entame une campagne contre les violences faites aux enfants et surtout sur la mobilité, mais ils ont préféré le numérique. Que pensez-vous de cette option? Ok, merci beaucoup. Je crois que d'abord, c'est une initiative qu'il faut saluer parce que je crois qu'on n'aura jamais assez fait en matière de lutte contre les violences faites aux enfants. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des victimes par rapport aux violences faites. Et je crois qu'on doit faire davantage de sensibilisation pour la prise de conscience des gens afin qu'ils arrêtent les violences faites aux enfants. Maintenant, moi, je crois que c'est vrai qu'il y a un double gain d'utiliser le numérique, tout simplement parce que, je crois que lorsque la Wawo Afrique veut faire sa campagne, elle doit le faire dans le respect des mesures barrières. Il ne faudrait pas que cette campagne propage encore la pandémie. Donc ça, c'est le premier gain. Le second, comme Vaïda l'a dit, c'est que la cible, elle a cité un peu, je peux dire, les zones qui, Wawa, je veux dire que Kébu, c'est comment on l'appelle-t-on, la zone plateau ouest. Mais avec le numérique, je crois que tout le Togo serait impacté. Parce que c'est vrai que quand vous voyez un peu les activités qui se font dans ces zones, on peut dire qu'il peut y avoir des enfants en mobilité qui sont exploités là. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement dans ces activités de café-cacao, comme ça se fait un peu en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'intérieur du pays, un peu partout au sud ici, il y a des enfants qui sont exploités dans la pêche, dans l'agriculture, dans le bâtiment et dans beaucoup de choses, dans le commerce et tout. Donc, le fait d'être dans le numérique permettra quand même de pouvoir atteindre même les cibles que nous n'avons pas identifiées dès le départ sur le projet. Et ce serait une bonne chose parce que ça va impacter positivement le Togo. Mais ma préoccupation, je ne sais pas si Wawo la prise en compte, c'est de voir dans quelle mesure, à travers cette façon de faire, à travers le numérique, de pouvoir évaluer par après la campagne pour voir comment cela a pu impacter positivement les populations. Et ce serait en fait à la longue une bonne pratique. Pour et les que organisations. Même par après, si même la pandémie de la Covid arrivait à disparaître, qu'on puisse continuer avec cette option, parce que ça va quand même beaucoup toucher les personnes, plutôt qu'être en présentiel dans une zone précise. Le critère d'évaluation, vous avez pensé à ça, Vaïda? Je crois qu'avec notre partenaire, nous aurons vraiment réfléchi par rapport à ces critères d'évaluation, parce que c'est important, parce que c'est ça qui va nous permettre de voir l'impact du projet. Et de voir ce qu'on peut améliorer si quelqu'un veut prendre cette stratégie-là. Ce qui n'a pas bien marché chez nous, peut-être la personne peut améliorer. Alors, pour finir, quelle vision envisagez-vous pour les années à venir en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux enfants? Ghislaine Aledi, en quelques mots. Oui, je crois que pour finir, d'abord, il faudrait que l'État puisse prendre à bras le corps la lutte contre les violences faites aux enfants. Parce que Vaïda l'a dit ici, en réalité, tout le monde doit lutter, mais en premier lieu, c'est l'État qui doit lutter, effectivement. Et la campagne que la Wawo est en train de faire, ça doit être aussi normalement dans les politiques de lutte contre les violences de l'État. Aujourd'hui, on a une politique qu'on appelle politique de bien-être de l'enfant qui prend en compte la violence, mais c'est le lieu aussi de lancer un appel à l'État, un plaidoyer pour qu'il puisse adopter cette politique. Enfin, que les actions des ONG puissent être à l'aise pour que les ONG puissent vraiment prendre à bras le corps aussi aux côtés de l'État la lutte contre les violences faites aux enfants. Vaïda Dotien.
Oui, je crois que tout ce que je peux dire, c'est que si on veut un Togo, demain, un Togo libre, sans violence, on doit commencer maintenant avec une éducation sans violence au niveau de nos enfants. Merci beaucoup. Vaïda Doche, je rappelle que vous êtes chargée de programme à Wawo Afrique. Merci aussi à vous, Ghislain Ledi, secrétaire exécutif du FODET. C'est tout pour nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo, réalisation Rémi Hunkpati. À très bientôt.